Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, plusieurs magasins dans les mailles de la mission de contrôle des prix à Djougou. 19 ont été fermés pour non-respect des prix fixés par le gouvernement lors d'un contrôle inopiné. À suivre le compte-rendu. Et puis des avancées notables enregistrées dans le domaine du numérique et de la digitalisation. Les 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon l'illustre. La ministre Aurélie Adamsoulé Zomarou nous en donne des explications. Après lutte contre le travail des enfants au Bénin, le cap est maintenu. Un arsenal juridique efficace est disponible pour réussir ce combat. Ariane da Silva nous en dit plus. Bienvenue si vous nous rejoignez. Deux crises majeures ont ébranlé le monde ces derniers temps. La gestion des économies dans nos pays en cette période doit être faite de façon particulière en attendant une sortie de crise. C'est un message du ministre d'État Romuald Wadagné. Il était reçu sur un plateau par les confrères de RFI dans l'émission Débat africain. Nous vous proposons de suivre un extrait de son intervention, des propos recueillis par Jérôme Mungbo. En fait, je pense que nous sommes dans une situation de crise et en situation de crise, il faut des solutions et des outils adaptés. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que on ne peut pas continuer à utiliser les mêmes outils aujourd'hui pour nous permettre de sortir d'affaires. On le voit bien quand il y a des crises, l'ampleur, la magnitude du soutien financier qu'on donne aux pays concernés n'ont aucun rapport avec le poids au niveau, par exemple, je prends le cas de soutien. Je ne vais pas nommer de pays, mais le cas de soutien au pays. Aujourd'hui, nous disons, et c'est ce qui a été dit ce matin, quand on fait des allocations de ressources nouvelles au niveau global, on dit qu'il y a plus de 600 milliards et que l'Afrique n'a que 33 milliards, ça interpelle. L'Afrique a 4%, un peu moins de 5% de tout ce qui est sorti, alors qu'en termes de poids et dans le commerce, population, etc., le rapport n'est pas de 5%. Il y a une réelle injustice. Ouais. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est un call, c'est un appel à repenser aux instruments et à la gouvernance de tout ce qui existe aujourd'hui. Mais d'autre part, c'est de dire que quand on est en crise, il faut des solutions d'urgence, des solutions adaptées pour permettre de tenir et de repartir. Quand on sera sorti de tout ça, on peut revenir encore des règles qui, au passage, doivent être changées. On a parlé des agences de notation. Les agences de notation ont leur modèle et ce que nous disons souvent, c'est que ces modèles-là ne tiennent pas compte d'une certaine réalité. Une des réalités propres à la plupart des pays d'Afrique, c'est le fort taux de l'économie informelle. Mais c'est grâce à cette économie informelle que, comme Véral disait tout à l'heure, on a vu cette résilience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que finalement, ces agences, ils regardent le taux de mobilisation de ressources propres. Si demain, vous allez vers votre banque pour emprunter, il va regarder votre salaire, vos revenus. Il dit, bon, si tu n'as pas assez de salaire, même si le projet que tu veux faire est hyper rentable, hyper important pour ta population, on ne te prête pas parce que tu n'as pas encore assez. Or, quelque part, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il faut faire ces investissements pour générer plus de ressources et après, on prélèvera. Et donc, tous les pays, la plupart des pays, en tout cas aujourd'hui d'Afrique, étaient lancés dans cette réforme-là, vraiment de mobiliser davantage les ressources propres, d'avoir une gestion des finances publiques plus saine. Les crises Covid et Ukraine ont mis un frein à ce qui est en train de se passer, mais on ne peut pas continuer à dire vous n'avez pas un taux de mobilisation de ressources propres important, donc on ne vous donne pas de ressources, vous n'avez pas un marché local de capitaux, donc on ne prête pas. Parce que les agences en fait aussi l'autre chose, elles disent oui, mais pourquoi vous venez toujours sur les marchés internationaux, mais pourquoi est-ce que le marché domestique n'est pas là? Oui. Pourquoi est-ce que l'Africain ne prête pas à 30 ans? Dans nos pays, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épargne à 30 ans dans nos pays? Vous voulez faire des eurobonds à 30 ans, mais est-ce que vous avez un marché de capitaux dans vos pays qui prête à 30 ans? Mais c'est les constructions qui vont venir. On travaille aujourd'hui sur le secteur des assurances. On est dans l'évolution. Mais en attendant qu'on arrive, on est en crise, il faut agir pour qu'on puisse reprendre le train des réformes qui va nous permettre d'arriver à ce point-là. Parlons à présent de cette sensibilisation. Les responsables de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain ont échangé avec les jeunes républicains du département de l'Atlantique. Objectif, sensibiliser et former ces jeunes militants du parti sur leur rôle. Suivez le reportage de Cécile Gounardou, Innocencia Loco, Jennifer Sachivi et Daniel Ada. Après les départements de l'Ouémé et du Zou, c'est au tour de l'Atlantique. Les responsables de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain ont fait une descente à Godomé pour rencontrer des jeunes leaders du parti. Objectif, remobiliser et sensibiliser ces jeunes à travers des communications axées autour de la thématique jeunesse républicaine,
enjeux et défis électoraux. C'est un échange avec les jeunes sur les questions électorales. Il se veut être en réalité de former la jeunesse du bloc républicain sur le militantisme, les enjeux électoraux et les aptitudes qu'ils doivent avoir pour aborder les prochaines bougies électorales pour que le parti bloc républicain puisse sortir gagnant. Le jeune membre du bloc républicain est la cheville ouvrière du dit parti. Il doit prendre des initiatives, doit comprendre ses droits et devoirs, doit internaliser le fait que le bloc républicain est un parti de jeunes. Il doit se battre contre vents et marées pour arracher sa place au sein du parti qui d'ailleurs lui a donné une place de choix. Il doit tout faire pour faire gagner le parti à toutes les élections qui se pointent à l'horizon. Il doit également se faire former et savoir ce qu'il faille que ce jeune-là fasse dans le parti pour mériter sa place dans le parti. Désormais, ces jeunes militants sont épris des idéaux du bloc républicain suite aux diverses communications déroulées lors de cette activité des fonctions électives. Et on parle de cet examen, le brevet d'études du premier cycle qui démarre demain lundi 13 juin sur l'ensemble du territoire national. Environ 120 000 candidats vont à l'assaut de cet examen. À leur endroit, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a délivré un message. Il est au micro de Alexandra Diotan. Le lundi 13 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2022. Sur le plan national, ils sont cette année au nombre de 119 746 inscrits, dont 57 708 candidats de sexe féminin, soit un pourcentage de 48,20%, et 62 038 candidats de sexe masculin, soit un pourcentage de 51,80%, contre un total de 145 959 l'année dernière. Les candidats composeront dans 211 centres, contre 234 centres en 2021, au nom du gouvernement. Je remercie les enseignants pour leur sacrifice consenti aux fins de transmettre à nos enfants les outils pédagogiques nécessaires pour passer l'examen dans de bonnes conditions. À tous les candidats, je vous souhaite une bonne chance et vous réaffirme que le BEPC est un examen et non pas un concours. Les épreuves auxquelles vous serez soumis sont forcément et assurément du niveau du candidat moyen. Quant aux parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à assurer qu'ils respectent le temps du sommeil et surtout assurez-vous qu'ils sont effectivement en possession de la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou de la carte d'identité civile, la carte d'identité CEDEAO ou du passeport en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veuillez à ce qu'ils soient dans le centre de composition au plus tard, 1 heure avant le démarrage des épreuves. Passons à présent cette bonne nouvelle. Les épreuves de comptabilité de gestion sont désormais composées à Cotonou. Depuis quelques années, plusieurs candidats ont planché donc à l'Institut français de Cotonou devant un jury de l'Académie de Nantes. Un privilège pour l'Ordre des experts comptables béninois et un avantage pour les candidats Ricardo Loïc-Pécou et Brice Thibozo. Devant ce jury constitué d'éminents professeurs de comptabilité venus de l'Académie de Nantes en France, cette candidate au diplôme de comptabilité et de gestion, DCG, défend son mémoire de fin de formation. Désormais, les candidats béninois et d'autres pays de la sous-région en quête du DCG n'ont plus besoin de se rendre en France pour passer les différentes épreuves de cet examen. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin et l'Académie de Nantes par le biais de l'ambassade de France.
Nous achevons cette période de 6 jours d'évaluation. Évidemment, sur le plan des compétences, des connaissances, il est trop tôt encore pour faire un bilan précis, puisque c'est le jury de délibération finale qui se tiendra à Paris au mois de juillet qui arrêtera définitivement les notes. Mais sur le plan de l'organisation, sur le plan logistique, on peut se réjouir. Le gouvernement du Bénin, par l'entremise du ministère de l'Économie et des Finances, a fortement contribué à l'aboutissement de ce partenariat. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a longtemps travaillé à cette fin. Ça évite à nos candidats de devoir courir après le visa, ce qui n'est pas toujours évident. Vous voyez, à Cotonou, ils sont mis dans les mêmes conditions d'examen qu'en France. Je dirais également un grand merci au ministre d'État, le ministre Wadaï, qui nous accompagne à toutes les étapes de cette préparation. Ce partenariat va s'intensifier puisque les deux parties ont signé la convention qui atteste que le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion peut désormais se passer à Cotonou, et ceci à compter du mois de novembre 2022. Et cette mission de contrôle des prix, 19 magasins fermés à Djougou pour non-respect des prix fixés par le gouvernement. C'est au cours d'une descente inopinée effectuée par l'équipe de la direction départementale de l'industrie et du commerce de la Takora-Donga. Jocelyne Senaou et Abdoulaye Idrissou. La descente des autorités départementales en charge de l'industrie et du commerce est désormais une réalité dans les départements de la Takora-Donga. À Djougou, des contrôles inopinés ont été faits à travers la ville dans le cadre de la mission de contrôle de suivi et de l'application des mesures gouvernementales sur la cherté de la vie. Le 19 mai, le gouvernement a pris un arrêté interministériel qui plafonne le prix de l'huile végétale à 1300 francs le litre au maximum. Malgré les mises en garde du gouvernement pour soulager les populations sur les prix auxquels certains articles devraient être revendus, le constat est accablant. Vous avez acheté le bidon à combien ici? 32 500. Et arrivé chez vous, à Nalou, vous vendez le litre à combien? 1400. C'est interdit de vendre l'huile à plus de 1300, partout au Bénin. Ce qui nous gêne ici, là, c'est huile. Mais huile maintenant, obligé, c'est à 32 000, on va vendre. D'hier à aujourd'hui, nous avons scellé au total 19 magasins de vente de ciment parce que nous avons noté beaucoup d'irrégularités. Tous ces contrevenants que nous avons rencontrés ont été mis sous convocation et se présenteront à la direction pour les procédures qui vont conduire au paiement d'une amende. Cette activité de contrôle est menée sur toute l'étendue du territoire béninois. Avis aux commerçants surenchérisseurs. Voyons à présent ces avancées enregistrées dans le domaine du numérique et de la digitalisation. Les 12 premiers mois du second quinquennat de Patrice Talon sont marqués par des prouesses dans ce secteur. Rebecca Kinjaondé revient ici sur quelques points de l'entretien accordé à la ministre dans ce sens. Suivez. Une administration smart, des citoyens connectés, des ressources numériques de qualité pour un Bénin 2.0. Une marche vers le progrès qui positionne aujourd'hui le pays comme un exemple à suivre dans la sous-région en matière de numérique. Mais pour en arriver à cette étape, le ministère du numérique et de la digitalisation a posé des jalons à travers ses agences. Paiement de factures, délivrance du casier judiciaire ou encore du passeport, consultation des résultats d'examen ou de concours en ligne. Toutes ces prestations sont désormais possibles et disponibles sur le portail des e-services. Aujourd'hui, nous avons un portail national des services publics qui permettent d'avoir en ligne des informations sur plus de 700 transactions avec l'administration publique. Le déploiement du haut et très haut débit, la transformation numérique des collectivités locales, l'installation des points numériques communautaires, mais aussi la disponibilité des salles de classe numériques pour personnes en situation de handicap sont aussi quelques projets réalisés à mettre à l'actif de ce bilan d'étape.
En ce qui concerne les opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet, le gouvernement a affiché sa volonté de faire de la Société béninoise d'infrastructures numériques le 3e réseau GSM. Vous vous souvenez, nous sommes partis de 5 opérateurs mobiles il y a encore quelques années. Tout à fait. Et les réformes tendant justement à donner à notre pays des opérateurs suffisamment capables d'investir, de fournir des services innovants, de répondre aux fortes attentes. Aujourd'hui, avec 3 opérateurs forts, nous savons que nous sommes en train d'atteindre cet objectif. Et sur le plan des médias, plusieurs réformes sont aussi annoncées dans le PAG 2021-2026, dont le projet de modernisation des médias de services publics. C'est dans le cadre de ce projet que nous avons fait l'audit technique, par exemple, des installations de l'ORTB. C'est dans le cadre de ce projet que le gouvernement a aussi consenti à investir des centaines de millions dans la modernisation du réseau de diffusion FM, parce que la radio est un des masses médias les plus écoutés. En clair, les réformes et projets en cours dans le secteur numérique, digitalisation et médias se poursuivent. De l'avis d'Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, son équipe et elle comptent mettre les bouchées doubles afin qu'à l'arrivée du bilan à la fin de ce quinquennat, la vie de chaque citoyen béninois soit impactée par le numérique, et ceci, quel que soit son lieu de résidence. Et dans le reste de l'actualité, le cabinet Impact Plus met à profit les mesures prises par le gouvernement dans le monde des affaires au Bénin pour s'imposer comme un puissant levier d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. 412 dossiers soumis au financement et plus du milliard levé, des performances célébrées au cours d'une soirée qui a réuni d'éminentes personnalités de l'univers des affaires dans un grand hôtel de Cotonou. Justin Poguet nous en parle dans ce reportage. 2019, année de départ d'une vraie révolution dans le monde des affaires au Bénin. Près d'un demi-millier de PME ont décroché leur financement grâce au tutorat d'Impact Plus. Le gouvernement, depuis, ne cesse de crier, de développer l'environnement favorable et des opportunités pour les petites et moyennes entreprises, de la facilitation pour accéder au crédit, au financement des entreprises. Les mécanismes foisonnent et pourtant de la foultitude de PME existant au Bénin, très peu profitent de cet environnement favorable et incitatif promu par le gouvernement. La cause, la même rengaine de toujours, plan d'affaires inexistant, projet mal ficelé, donc bailleurs pas convaincus, pas rassurés. Sur la base de ce constat, Impact Plus s'est lancé dans l'accompagnement des PME. 480 projets bancables, près d'1,5 milliard de francs CFA levés. Impact Time, c'est pour célébrer cette performance. Ici, Impact Plus expose les rouages de la mécanique du succès et des partenaires et des bénéficiaires témoignent. Je suis passé en 2021 de 200 et quelques millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je suis à 667 millions. Nous lançons un projet d'accompagnement de 500 porteurs de projets à partir de maintenant qui va constituer en une première partie à aller identifier ces porteurs de projets nous-mêmes. Au cours de la soirée, des panels ont permis à la BOA, au FNDA, à AgriVital, au comité d'identification des structures d'appui à l'encadrement des entreprises et à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin de témoigner sur l'accompagnement des PME au Bénin. La Chambre de commerce va vous faire suffisamment de bruit et vous aurez beaucoup plus que 500 entreprises. La soirée s'est achevée sur une invitation adressée aux PME à rejoindre les 500 futures PME destinées à de grands financements. On parle droit des enfants à présent. Le 12 juin de chaque année, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, un événement qui donne l'occasion aux États et aux acteurs impliqués dans le respect des droits des enfants et de repenser la lutte. Dans le reportage qui va suivre, Ariane Da Silva nous propose un zoom sur l'arsenal juridique qui existe au Bénin pour promouvoir le droit des enfants. Regardez. Plus de 160 millions d'enfants sont exploités à travers le monde. C'est le résultat d'une enquête réalisée en 2020 par l'OIT et l'UNICEF. Le rapport OIT-UNICEF a révélé que les pays les plus touchés sont les pays subsahariens. Des enquêtes du genre ont aussi été réalisées au Bénin. En 2008, une enquête
qui avait été réalisé par l'INSAE a révélé que plus de 34% des enfants se retrouvent dans le monde du travail. En 2014, l'enquête que nous avons nommée le MIX a révélé que 52,5% des enfants se retrouvent toujours dans le monde du travail. À cela s'ajoute l'enquête réalisée dans les 3 grands marchés du Bénin, à savoir Dantopa, Mwando et Arzeke, qui a révélé que plus de 7882 enfants sont exploités dans nos grands marchés du Bénin. Face à ces statistiques peu reluisantes, le Bénin n'est pas resté insensible. Un arsenal juridique existe pour lutter efficacement contre le travail des enfants. Le Bénin est parti à la Convention internationale des Nations Unies sur les droits des enfants de 89. Le Bénin a ratifié cette convention-là. Et donc cette convention proscrit le travail des enfants. Mais après avoir ratifié cette convention au niveau international, le Bénin est allé loin également en ratifiant ce qu'on appelle la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Chez nous, au Bénin, on va dire le premier instrument qui permet de parler de l'enfant, de protéger l'enfant, c'est la Constitution du Bénin. La Constitution du Bénin dit que l'enseignement primaire est obligatoire et que les enfants doivent pouvoir bénéficier de l'accès plein à l'éducation. Avec l'adoption du Code de l'enfant, le Bénin a désormais un instrument majeur de protection des droits des enfants. Il n'est pas rare de voir des enfants qui n'ont pas l'âge requis et qui travaillent sur des chantiers à transporter du sable ou des ciments, ou encore des enfants qui sont exploités dans des champs. Et donc le code pénal adopté en 2018 vient réprimer également ces pratiques-là. L'édition 2022 de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants a pour thème la protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. Une thématique qui incite à un investissement accru dans les systèmes et régimes de protection sociale. Autre actualité ce soir, le 27 mai dernier, l'Assemblée spéciale des bureaux des 2 unions professionnelles des médias du Bénin a tenu un atelier. Objectif, inviter tous les acteurs des médias, du service public et privé à rester soudés derrière leurs représentants. Michel Aronon, acteur des médias, nous parle des tenants et aboutissants de cette rencontre au micro de Ezekiel Jacob et Elvis Tiakwe. Les organisations fêtières ont été installées depuis 2004. De 2004 à aujourd'hui, on a fait du chemin. Donc, c'est normal qu'on puisse prendre l'initiative de revoir certaines choses que nous trouvons déjà désuètes. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'il y a une volonté de faire des réformes pour que nous puissions nous adapter aux réalités actuelles. Mais dans la mise en œuvre des réformes, il y a la démarche que nous devons observer pour que ça soit accepté du grand nombre. Si ce n'est pas accepté du grand nombre, ça peut créer quelques frustrations, ça peut créer des problèmes. Nous sommes allés à l'atelier, non pas pour valider les tests des organisations fêtières, mais nous sommes allés à l'atelier pour apprécier le travail qui a été fait par le comité qui a été mis en place pour faire la relecture. Il n'est pas question d'assumer et de défendre que nous sommes allés valider les tests des fêtières. Et au cours de l'atelier, nous avons été clairs de préciser que ce qui concerne les tests des fêtières, il faut que toutes les propositions soient reversées, que ça soit transmis aux fêtières et que ça soit étudié au niveau des assemblées générales de chaque organisation professionnelle. C'est très important de restaurer cela et de restituer cela pour que l'intoxication ne prenne pas le pas. Libre cours est laissé à l'assemblée générale du CNPA Bénin et à l'Assemblée générale de l'UPMB que les membres de ces organisations, à jour de leur cotisation, répondent aux assemblées générales et fassent leurs observations par rapport aux propositions du comité qui a fait le travail de relecture des tests. Et c'est seulement les membres actifs, à jour de leur cotisation à l'Assemblée générale, qui peuvent passer à l'adoption des nouvelles modifications. Donc on peut dire qu'à l'heure où nous parlons, aucun test d'une fêtière n'est encore modifié et que les modifications pourraient intervenir si en assemblée générale de chacune des organisations professionnelles, les membres actifs accordaient leur violon. Ouvrons à présent le registre santé de cette édition. La 5e édition du camp de la mutualité de santé de Dassa est ouverte. C'est une initiative de l'ONG Action pour la protection sociale qui fait de la santé pour tous
une priorité. Acteurs de la protection sociale mutualiste venus de tout le Bénin ont répondu présents aux côtés des partenaires belges Mirabel Akpaki et Julie Kayalaïna pour le point. Le thème de cette 5e édition de la mutualité de Dassa, les maladies hépatiques, un danger méconnu et ignoré. Une opportunité de sensibilisation et de discussion sur les types d'hépatites, leurs symptômes, modes de transmission et comment en guérir. Plusieurs études au plan national ont montré que le taux de prévalence de l'hépatite est en nette progression, surtout au sein de la couche utérine ces dernières années. Les spécialistes de cette pathologie partageront avec nous les informations sur cette maladie qualifiée aussi de tueur silencieux. Notre projet Aînés au Bénin a commencé il y a tout juste 10 ans avec la première mission ici au Bénin en 2012. Ce projet a été l'occasion de mettre en place plusieurs actions pour soutenir votre projet de mutualité d'Afrosoc, avec notamment les layettes de nos mamies tricoteuses, les parrainages, les examens de la vue et la distribution de lunettes. Cette 5e édition du camp de la mutualité de Dassa coïncide avec le 20e anniversaire de la première mutuelle de santé à Dassa, la Promusaf, devenue en avril 2013 l'ONG Action pour la protection sociale. En 2021, nous avons enregistré dans les centres de santé 2500 problèmes de santé auprès des mutualistes. Je suis conscient que la situation n'est pas rose, mais le problème de qualité des soins et le problème d'accueil constituent nos véritables préoccupations. Le mouvement mutualiste béninois a jusqu'ici drainé près de 100 000 bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire. À la fin de l'année 2021, 113 mouvements étaient fonctionnels. Sur le registre musical à présent, après 25 ans de carrière dans le monde musical, Rodolfo Tumba, un passionné de la rumba, annonce un géant concert live qui aura lieu au Théâtre de Verdure, au Hall des Arts, à Cotonou, une occasion pour exprimer sa reconnaissance et son admiration à tous ceux qui ont cru en lui et l'ont soutenu depuis son entrée dans l'arène musicale. Le reportage de Ezekiel Jaco et Eva Rizoma. 25 ans de carrière musicale pour Rodolfo Tumba, un chanteur béninois passionné par la musique rumba. Rodolfo Tumba s'est initié à l'interprétation de morceaux divers et s'illustre à travers des semaines culturelles dans son collège à Cotonou. La rumba, c'est venu comme ça. Je ne peux pas dire que je suis né avec la rumba. Je ne peux pas dire que la rumba est venue me trouver. Non, la rumba est venue comme ça. Quand j'étais au collège, je chantais à l'Epéraou beaucoup. Je faisais la rumba avant d'aller aux États-Unis. Et arrivé là-bas aussi, j'ai fait sortir le 3e album. Depuis là-bas, et c'est toujours la rumba. Rodolfo Tumba souhaite célébrer cette année ses 25 ans de carrière à travers un géant concert avec son orchestre Yavo le 25 juin 2022. Belmont a accepté de m'accompagner. Également, il fait de la rumba et c'est un artiste complet qui tient la scène. Et il y a également Vifint, H2 Pic, la petite sœur qui fait du gogo. Théâtre de Verdure, c'est un lieu symbolique. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi. Parce que j'ai fait la maison, ça m'a fait grandir. Mon premier concert, c'était au Théâtre de Verdure. Monter sur scène pour la première fois devant un public de 200 personnes, c'est au Théâtre de Verdure, à Lodoba. C'est ça qui est le dernier album qui va sortir. Je vais présenter cet album au Mélomanes le jour du concert. De son vrai nom, Rodolphe Adandéjan, Rodolfo Tumba est né un 21 juin, fête de la musique. Il est originaire d'Abomey. Voyons, et Côte Web, cette semaine, l'usage du réseau social TikTok au Bénin dénoncé pendant ce temps des écureuils et suit la colère des internautes. L'équipe béninoise de football fait son mea culpa et demande le soutien du peuple pour la suite des éliminatoires. La compilation, c'est avec Stanislas Saint-Pont et Ladislas Ayatome. Cette semaine, le débat autour de la régulation du réseau social chinois TikTok sur le web béninois a été relancé. Prostitution en ligne, diffusion d'images obscènes, menaces de mort, tout y passe, dénoncent des internautes. Pour eux, l'application mobile de partage de vidéos est polluée au Bénin. Ce qui se passe sur TikTok est hallucinant. Les autorités doivent s'autosaisir face à autant de dérives. On doit supprimer TikTok au Bénin.
L'application de réseautage social lancée en septembre 2016 par l'entreprise chinoise ByteDance compte aujourd'hui plus de 970 millions d'utilisateurs âgés de 18 ans et plus dans le monde. Une autre affaire sur le net, le comportement des écureuils du Bénin après leur défaite à domicile face aux Mambas du Mozambique. Insultés, traités de tous les noms d'oiseaux, des poulains de Moussala Tondi ont dit comprendre la déception du peuple et sollicitent son soutien. On ne va pas se chercher des excuses. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la CAN. Certes, ça va être compliqué, mais pas impossible. L'unité a fait et doit faire notre réussite pour les échéances à venir. Tous derrière les écureuils. Depuis, le ton a changé. Des messages de soutien aux joueurs blessés et aux 11 nationales fusent de partout. Moi, je suis pas content. Je suis pas content du tout. Cette vidéo montrant Samuel Eto'o s'adresser à ses joueurs séduit sur la toile, descendu dans le vestiaire des Lions indomptables, alors que le Cameroun a bien remporté son match contre le Burundi en éliminatoire de la CAN 2023. Le président de la FECAFOOT n'a pas apprécié la manière. J'ai pris cette présidence pour changer les choses et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Le message reste valable pour les écureuils du Bénin, ont laissé en commentaire plusieurs internautes. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. William Choki sera au rendez-vous de 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.